Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'univers. Quelle est son origine? D'où provient-il? A-t-il toujours existé ou a-t-il un commencement? Et finalement, est-il statique, immobile ou en évolution? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, première notion que nous allons aborder, c'est rien n'arrive ex nihilo. En d'autres termes, ça signifie simplement rien n'arrive par hasard, rien n'arrive sans raison. Quelques exemples pour clarifier ce propos. Premièrement, les enfants, contrairement aux contes qu'on peut nous raconter, ils ne naissent pas dans les choux, ils ne sont pas livrés par des cigognes, mais il a bien fallu une raison pour donner naissance à cet enfant, et cette raison, c'est un homme et une femme qui se sont accouplés pour pouvoir créer un petit bébé. De même, ce personnage qui prend une gifle dans la figure, c'est sûrement pas arrivé sans raison. Il a peut-être fait quelque chose de pas très agréable pour pouvoir se la ramasser. On pourrait imaginer qu'il a insulté sa femme, qu'il lui a manqué de respect, ou qu'il a regardé quelque chose quelque part qu'il n'aurait pas dû, et voici pourquoi il se prend une baffe dans la tronche. Et l'œuf et la poule, c'est pareil. Les œufs, ils sont pas arrivés tout seuls. Il a fallu une poule pour les donner. Et de même, la poule, elle n'est pas arrivée toute seule non plus. Il a fallu des œufs pour qu'elle arrive. Et donc, qui était le premier, l'œuf ou la poule? Ça, c'est une grande question. Mais en tout cas, l'un n'arrive pas tout seul. Il a toujours besoin de l'autre. Et de même, nous allons découvrir par la suite que notre univers n'est pas arrivé ex nihilo. Il y a bien quelque chose qui lui a donné naissance, et ce quelque chose-là, nous allons le découvrir un peu plus tard. Alors, l'épistémologie scientifique, qu'est-ce que ça signifie ce terme? L'épistémologie, on pourrait dire que c'est la science qui va mettre à l'épreuve les connaissances. Autrement dit, lorsqu'il y a une nouvelle théorie scientifique qui voit le jour, l'épistémologie, c'est un peu ce qui va prouver cette nouvelle théorie-là pour voir si elle est vraiment vraie ou si, au contraire, elle est plutôt discutable. Et donc ici, on a une citation de Karl Popper, qui est un philosophe scientifique, qui nous dit qu'une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. Pour les théories, l'irréfutabilité n'est pas, comme on l'imagine souvent, vertu, mais défaut. En d'autres termes, et expliqué de manière plus simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une théorie scientifique qui n'est pas réfutable, autrement dit que l'on ne peut pas discuter, que l'on ne peut pas dire « Ah, ça c'est faux, ça je suis pas trop d'accord, ça j'ai un peu des doutes là-dessus », une théorie comme ça, c'est tout simplement pas scientifique. Justement, pour qu'une théorie puisse être dite scientifique, il faut justement qu'on puisse la discuter, qu'on puisse la mettre à l'épreuve, qu'on puisse la tester. Et donc, on a le droit de dire, cette théorie-là, elle n'est pas correcte. Cette théorie-là, j'ai envie de la mettre à l'épreuve, j'ai envie de la tester parce que je ne suis pas trop sûr d'elle. Et ça, justement, c'est bien scientifique de pouvoir discuter les théories. Et donc, si on nous permet justement de ne pas accepter directement comme elles sont les théories, c'est pas pour les jeter à la poubelle, ok? C'est pas pour ne rien en faire, mais c'est au contraire pour pouvoir les faire évoluer. Un peu finalement comme si tu apprends un nouveau mouvement au football ou un nouveau pas de danse, quelqu'un va venir critiquer ton mouvement, non pas pour dire ça vaut rien, ne le fais plus, mais pour justement t'aider à te perfectionner, améliorer ton mouvement. La science, c'est exactement la même chose. On va toujours la discuter pour améliorer, affiner, rendre ses connaissances plus
véridique, plus fiable. Et donc une autre belle citation de Karl Jasper, un autre philosophe, eh bien, il dit que l'orgueil de posséder la vérité absolue, eh bien, ça représente le danger mortel pour la vérité au sein du monde. Et donc, en fait, c'est ça. Les scientifiques, ils n'estiment jamais détenir la vérité. Mais, justement, ils ont l'humilité de se dire, j'amène une théorie, mais elle n'est pas parfaite, elle est discutable. Et c'est justement comme ça qu'on va pouvoir petit à petit se rapprocher de la réalité. En fait, les théories scientifiques, elles ne détiennent jamais la vérité absolue. Et justement, le fait de savoir qu'on ne détient pas la vérité, ça permet de s'en rapprocher petit à petit. Au contraire, un charlatan qui vient et qui dit « ma théorie, elle est parfaite, on ne peut pas la discuter et elle sera toujours comme ça, elle ne changera jamais », eh bien ça justement, c'est un grand danger pour se rapprocher de la vérité et au contraire, on reste bien souvent dans quelque chose de loin de la réalité. C'est pourquoi, au sein de mon cours, je vais privilégier la discussion, la remise en question. Si des fois je vous explique quelque chose que vous n'êtes pas trop sûr, eh bien vous pouvez me dire, monsieur, voilà, là je doute un peu sur ce que vous me dites, parce que j'ai entendu ceci ou parce que je pense cela. D'accord? Et donc je serai toujours ouvert à certaines discussions. Et lorsque vous voyez cette image-là, finalement, si moi je suis le prof et que je vous dis ceci est un M, il est possible qu'un élève me dise ah ben non, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur, moi je vois plutôt un W. Qui a raison? Eh bien les deux, mais tout dépend simplement du point de vue. Et de temps en temps, surtout dans le monde de la science, il est important de changer notre point de vue pour adopter le point de vue de l'autre et voir que finalement, il n'y a pas toujours une seule vérité, une seule réalité aux choses, mais des fois, il y en a plusieurs. Il suffit simplement de se décentrer, de sortir de sa position. D'accord? Attention, je vous arrête tout de suite. Il ne faut pas commencer à discuter les théories scientifiques et dire juste « je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord ». Non, il faut des arguments. Il faut que vous puissiez expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord et me donner des bonnes raisons finalement d'accepter également votre point de vue. Maintenant qu'on a établi ces deux notions, l'épistémologie scientifique, c'est-à-dire qu'une science, pour qu'elle soit acceptable, elle doit pouvoir être testée, être discutée, et la notion d'ex nihilo, c'est-à-dire que finalement rien n'arrive par hasard, il y a toujours une raison à ce qui arrive, eh bien je vous pose la question, est-ce que notre univers est arrivé ex nihilo? Est-ce que finalement il a toujours été là, ou est-ce qu'il est arrivé par hasard, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui lui a donné naissance? Et au sein de notre univers, eh bien, il faut savoir qu'il y a des milliards de galaxies. Et ici, c'est une photo de notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Dans notre galaxie, eh bien, il faut savoir qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles. D'accord? Et parmi ces milliards et ces milliards d'étoiles, il y a une petite étoile qui s'appelle le Soleil. D'accord? Et ça, c'est notre étoile autour de laquelle tournent différentes planètes, dont la nôtre, qui est la Terre. Et donc, bien comprendre que finalement, une galaxie, c'est composé de milliards d'étoiles, et au sein de notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée, il y a également la nôtre, un tout petit point quelque part au fin fond de notre galaxie, qui est le Soleil, autour duquel tournent les planètes, dont la nôtre. Et donc, en classe, nous avons regardé différents extraits d'un reportage scientifique, justement pour bien vous montrer que tout ce que je vous raconte aussi, ça non plus, ça n'arrive pas ex nihilo, mais ici, dans ce cas-là, les sources, eh bien, c'était différents reportages scientifiques
qui m'ont permis d'acquérir une certaine connaissance. Et donc, au début du reportage, il y avait ce monsieur, ce scientifique-là qui nous parlait et qui nous disait que finalement, notre compréhension de l'univers, elle est très récente. Ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse aux questions de l'univers. Et il nous raconte qu'il y a 80 années, ok, eh bien, les gens ne connaissaient pas grand-chose sur l'univers. Il y a 80 ans, on pensait que l'univers, il avait toujours existé, qu'il avait toujours été là, depuis toujours. Et on pensait aussi avant qu'en fait, l'univers ne bouge pas, ne change pas. Qu'il a toujours la même taille, qu'il ne grandit pas et qu'il ne rapetissit pas non plus. Ok? Et eh bien, vous vous doutez bien que si je vous dis ça, c'est qu'il en est tout autrement. En fait, l'univers n'a pas toujours existé selon les dernières découvertes et il n'est pas immobile, mais il est bien en mouvement, en évolution. Et donc, le grand homme qui nous a permis de faire les premières grandes découvertes sur la création de notre univers, eh bien, c'est ce monsieur Edwin Hubble avec son gigantesque télescope. Et qu'est-ce qu'il a observé avec son gigantesque télescope? Eh bien, il a vu que les galaxies s'éloignent de nous. Donc nous, comme je vous ai expliqué précédemment, on est dans notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et donc, à partir de la Voie lactée, il observait les autres galaxies autour de lui. Et il voyait que les autres galaxies s'écartaient de la nôtre. D'accord? Donc finalement, la vision ancienne, il y a 80 ans, d'un univers statique qui ne bouge pas, qui a toujours la même taille et qui est toujours le même, eh bien cette vision-là, on peut l'acheter à la poubelle, car il a été prouvé par Edwin Hubble que c'est faux. Mais au contraire, eh bien, notre univers aujourd'hui, eh bien, on sait qu'il est en expansion constante. Plus le temps avance, eh bien, plus l'univers grandit et les galaxies, comme on voit ici de couleurs différentes, en rouge, en bleu, en jaune, eh bien, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Alors, je reprends ici un verset du Coran qui dit: le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Eh bien, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes et qui dit que, en fait, c'est lui qui a construit l'univers et cet univers-là, il l'étend constamment dans l'immensité. Autrement dit, Dieu nous dit que l'univers grandit, s'expand constamment, tout le temps. Et donc, finalement, eh bien, ça fait un peu écho à ce qu'on disait juste avant. Et pourquoi je vous dis ça, moi? Eh bien, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez croyant de n'importe quelle religion, eh bien, il n'y a aucun souci à être d'accord avec les théories scientifiques d'aujourd'hui. Donc finalement, eh bien, les scientifiques et les croyants, eh bien, ils s'entendent bien. Donc tu peux très bien être un grand scientifique et croire en Dieu. Et de la même manière, tu peux très bien être un croyant qui cherche à se rapprocher de Dieu et adhérer, accepter et développer tes connaissances scientifiques. Alors, si plus le temps passe, plus l'univers s'expand. Qu'en est-il si on revient en arrière? Eh bien, Edwin Hubble a découvert que plus le temps avance, plus l'univers s'agrandit. Eh bien, au contraire, si on revenait dans le passé, on comprendrait facilement que plus on remonte loin en arrière, eh bien, plus l'univers, en fait, il était petit. Et quelle théorie voit le jour sur base de cette constatation, sur base de cette interprétation? On observe que l'univers s'agrandit, donc on interprète que si il s'agrandit, eh bien, plus on remonte dans le passé, plus en fait il était petit avant. Et donc la théorie qui voit le jour, c'est celle du Big Bang, la théorie qui dit que en fait, dans le passé, l'univers était
tout petit, petit, petit. Alors, un peu plus de détails sur cette théorie du Big Bang. Tout d'abord, on nous dit que l'univers est sorti du néant. Et donc, l'univers n'est pas arrivé ex nihilo, il n'est pas arrivé par hasard, mais en fait, au départ, il n'y avait absolument rien, c'était le néant. Et de ce néant, il y a eu une énorme explosion. C'est de là que vient le nom Big Bang, grosse explosion. Et à partir de cette énorme explosion, eh bien, a apparu notre univers. Donc il faut savoir qu'avant cette explosion, il n'y avait absolument rien. Le néant, c'est pas de matière, pas d'espace dans lequel on peut circuler, et même le temps, il n'existait pas à ce moment-là. Même le temps est quelque chose qui a dû avoir un début, mais à ce moment-là, vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait même pas de temps qu'il s'écoulait comme aujourd'hui, à travers les secondes, les minutes, les heures, les jours et les années. Et donc, on sait aussi que à partir du néant, il y a eu une explosion gigantesque, le Big Bang, et a jailli et sorti de cette explosion-là notre univers. Et au début, comment était-il notre univers? Eh bien, notre univers était infiniment petit. Il y a eu un moment, à ses tout débuts, où notre univers était des millions de fois plus petit qu'un grain de sel. Et déjà, à ce moment-là, eh bien, il faut savoir que l'univers contenait déjà toute l'énergie qu'il contient aujourd'hui, mais de manière infiniment concentrée, infiniment compressée. Et donc, il faut savoir qu'au début, l'univers était infiniment petit, mais avec également une chaleur, une quantité d'énergie infinie également. Alors, comment Edwin Hubble a pu observer les galaxies qui s'éloignaient les unes des autres? Parfois, les élèves me disent: oh ben tiens, il a vu que les galaxies devenaient de plus en plus petites. Un peu comme moi, lorsque j'observe une personne qui s'éloigne de moi, eh bien, au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, je vais la voir de plus en plus petite. Eh bien, c'est pas vraiment comme ça qu'Edwin Hubble a observé l'éloignement des galaxies. Il faut comprendre que la lumière, c'est une histoire d'onde. Toutes les étoiles qui émettent de la lumière, eh bien, il faut savoir que la lumière, elle se propage jusqu'à nos yeux en formant des ondes. Okay? Et de manière simple, en fait, une lumière, c'est une onde plutôt, c'est quelque chose que lorsqu'il se propage, il se propage en faisant des ondulations. D'accord? Donc les étoiles, elles envoient de la lumière jusqu'à nos yeux. Ok? Et cette lumière-là, en se propageant de l'étoile à nos yeux, eh bien, elle se propage en faisant des ondulations. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en fonction des ondulations de la lumière, elle aura une couleur différente. Par exemple, on voit ici que la lumière violette, eh bien, ce sera des ondes lumineuses qui seront beaucoup plus serrées. Au contraire, eh bien, la lumière rouge, eh bien, c'est une onde lumineuse qui se propage avec des ondulations beaucoup plus élargies. Et donc, pour un peu mieux comprendre cette notion d'onde, eh bien, l'onde, c'est un peu comme les ondulations qui se propagent à travers la corde d'une guitare. Comme vous voyez, une onde, c'est quelque chose qui se propage en formant des ondulations. Ici, on le voit beaucoup plus facilement que pour une onde lumineuse. D'accord? Et cette onde-là qui se propage à travers la corde, on voit également qu'elle a des tailles d'ondulation différentes. Ici, on voit que les ondulations sont plus écartées comparées à cette corde-là où les ondulations sont beaucoup plus serrées. Et enfin, une dernière chose, eh bien, ces ondes-là, elles n'apparaissent pas toutes seules. On pourrait dire elles n'apparaissent pas ex nihilo, mais il faut un émetteur d'ondes. Et ici, dans ce cas-là, eh bien, c'est le doigt qui va émettre une onde qui va ensuite parcourir la corde de la guitare. Enfin, eh bien, prenons
une étoile jaune, comme notre Soleil par exemple, d'accord? Eh bien, si j'observe cette étoile et qu'elle ne bouge pas, ben, rien de bien compliqué, l'étoile jaune, elle émet des ondes lumineuses jaunes avec un certain écartement qui correspondra donc à la couleur jaune. Et donc si le soleil ne bouge pas et que moi non plus je ne bouge pas, eh bien je recevrai bien les ondes lumineuses de couleur jaune et je verrai l'étoile jaune. Maintenant, c'est là où ça va devenir un peu plus subtil. Si cette étoile jaune-là se rapproche de moi, qu'est-ce que ça va avoir pour effet sur les ondes lumineuses qu'elle émet? Eh bien, on va voir que les ondes lumineuses qu'elle émet, elles vont comme se serrer. Et donc, même si cette étoile-là, elle émet des ondes lumineuses jaunes, en se rapprochant de moi très très vite, eh bien, ça va avoir pour effet de contracter, compresser ces ondes lumineuses. Et donc, vu qu'elles vont se compresser, ces ondes lumineuses, elles vont virer vers le bleu. On parle aussi de blue shift, de virage vers le bleu. Et donc là, les ondes lumineuses de couleur jaune, en se compressant, vont devenir des ondes lumineuses bleues finalement. Ça, c'est lorsque la source, l'émetteur d'ondes lumineuses, se rapproche de nous. Et au contraire, si la source, l'émetteur d'ondes lumineuses, donc l'étoile, elle s'écarte de nous, eh bien je vais voir ces ondes lumineuses qui vont s'écarter également, et donc on aura dans ce cas-là un décalage vers le rouge. On parle aussi de redshift. D'accord? Eh bien Edwin Hubble, c'est exactement la même chose. Lui, il a observé des étoiles de galaxies voisines, d'accord? Des étoiles très très loin. Par exemple, il a observé des étoiles de la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie à côté de la nôtre, ok? Il observait des étoiles qui savaient être de couleur jaune. Donc, ces étoiles-là, normales, elles émettent des ondes lumineuses jaunes. Or, lui, dans son télescope, lorsqu'il recevait l'onde lumineuse, eh bien, il recevait une onde lumineuse rouge. Il la voyait rouge, l'étoile. Comment ça se fait, ça? Eh bien, parce que l'étoile n'était pas fixe, mais au contraire, elle était en mouvement et elle s'éloignait de lui. Et donc, en s'éloignant, l'onde lumineuse jaune qu'émet l'étoile s'est étirée. Il y a eu donc un décalage vers le rouge. Alors, dernier petit point pour clôturer ce cours, eh bien, il faut savoir que la théorie du Big Bang, elle a une valeur épistémique forte. Rappelez-vous, au tout début, je vous ai parlé de l'épistémologie scientifique, c'est-à-dire la science qui cherche à prouver si les nouvelles théories, notions scientifiques sont vraies ou pas. On pourrait dire la science qui met à l'épreuve les théories établies. Eh bien, il faut savoir que la théorie du Big Bang, elle a été fortement mise à l'épreuve et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une forte valeur épistémique, c'est-à-dire, en gros, que cette théorie-là, elle est très très fiable. Ce qui est vraiment très très fiable, c'est ce qu'a observé Edwin Hubble. Effectivement, aujourd'hui, il y a plein de preuves, plein de ressources sur lesquelles s'appuie la science pour confirmer de manière très très solide que, eh bien, les galaxies autour de nous, eh bien, elles s'éloignent bien. Donc toutes les galaxies s'éloignent bien les unes des autres et donc il y a des preuves très très fortes pour affirmer que l'univers est en expansion constante aujourd'hui. Et donc c'est aussi effectivement très très solide de pouvoir dire que vu que l'univers aujourd'hui est toujours en expansion constante, eh bien plus on remonte dans le passé, plus on revient à ses tout débuts, plus l'univers au départ était tout petit, infiniment petit. Donc ça, c'est une valeur épistémique très très forte. Et donc ça, on peut en être, on va dire, pratiquement sûr. D'accord? Par contre, il y a un autre élément de la théorie du Big Bang qui est plus discutable, et donc c'est mon devoir de professeur de sciences de vous en parler aussi, c'est le fait que le Big Bang ou l'univers a surgi du néant. Beaucoup de scientifiques sont tout à fait d'accord pour dire à un moment il y avait le néant,
et tout l'univers a été créé à partir de rien. Et donc, pour que cet univers soit créé à partir de rien, il faut un être, une entité, une divinité qui a toujours existé quelque part. Pour que quelque chose puisse être créé, par logique, il faut quelque chose qui, lui, a toujours existé et n'a pas été créé. D'accord? Et donc, voilà, ça c'est une position parmi la communauté scientifique. À partir du néant, le Big Bang a été créé, l'univers a été créé plutôt à partir du Big Bang, et donc, pour que l'univers soit créé, eh bien, il faut quelque chose, un être, une entité qui, lui, n'a jamais été créé et a toujours existé. Forcément, ça renvoie un peu à, finalement, la réalité, ou plutôt l'existence d'un créateur, de Dieu, de Allah, qui aurait créé l'univers à partir du néant. Et donc, ça, c'est une valeur épistémique moins forte, parce que ça, on ne s'est pas remonté à avant le Big Bang, on ne s'est pas vérifié qu'il y a bien un Dieu qui a créé l'univers. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques qui discutent cette théorie-là, et qui apportent d'autres théories, comme celle, par exemple, du Big Bones. En fait, avant l'univers, eh bien, ils disent que, avant notre univers plutôt, eh bien, ils disent qu'il y a eu un autre univers qui a été en expansion, et puis qu'à un moment, au bout de son expansion, il était en contraction, et lorsque l'univers avant nous est arrivé à la fin de sa contraction, il est arrivé à un point infiniment petit, et il y a eu le Big Bounce, ou en d'autres termes, le Big Rebond, et donc ensuite l'univers, après cet être contracté de manière infinie, il a rebondi et il s'est expandu, je ne sais pas si on dit comme ça, soit, et donc après cela il s'est expandu comme il s'expand actuellement, d'accord? On parle aussi dans ce cas-là de Big Crunch, c'est-à-dire le moment où il y a un moment où l'univers se contracte et puis il rebondit, il se réexpand, et donc là on serait dans une phase d'expansion. Et donc selon cette théorie-là, eh bien l'univers aurait pu toujours exister, mais il serait en extension et en compression de manière, je vais dire, cyclique, de manière alternée. Voilà. Comme ça, je fais vraiment preuve le plus possible de clarté vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce que disent les théories scientifiques. Mais donc, sachez faire la nuance. Le fait que l'univers aujourd'hui soit en expansion constante et que notre univers, à un temps donné, il était infiniment petit à ses tout débuts, ça c'est prouvé, c'est niveau scientifique avec une validité très très forte. Par contre, le fait qu'il surgit du néant et qu'avant lui c'était le néant total, ça au niveau scientifique c'est moins valide. Voilà, à l'issue de ce cours, du visionnage de cette vidéo, vous devez être capable de m'expliquer deux choses correctement. Première chose, c'est qu'est-ce que la théorie du Big Bang? Eh bien, ne pas me dire comme beaucoup, ah bien, c'est que l'univers, il était tout petit au début et qu'après, il a explosé et il s'est agrandi. Non, 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 non. Au début, c'était le néant. Il n'y avait même pas d'univers tout petit, il n'y avait rien du tout. D'accord? Mais à partir du néant, une explosion a surgi de nulle part. Alors ça, c'est encore un grand mystère pour les scientifiques aujourd'hui. D'où provient cette explosion qui a donné naissance à l'univers? On est encore incapable de le dire. Mais en tout cas, savoir que la théorie du Big Bang, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'à un moment, eh bien, il y a eu une explosion à partir du néant. Et de cette explosion a surgi notre univers qui était infiniment petit, mais qui contenait une quantité d'énergie et de chaleur infinie. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, notre univers, il s'expand et il se refroidit de plus en plus le temps passe. Pour information, notre univers, il a environ 14 milliards d'années. Donc, il y a 14 milliards d'années, il y a eu cette énorme explosion, le Big Bang, qui a donné naissance à notre univers.
Enfin, une deuxième chose que vous devez savoir de m'expliquer, c'est comment on en est arrivé à cette théorie. Ben, la première chose, c'est que puisque Edwin Hubble il a observé que les galaxies s'éloignaient les unes des autres au fur et à mesure que le temps il avance, eh bien ça veut dire que plus on remonte dans le passé, plus ces galaxies-là, elles étaient rapprochées, et donc que notre univers, au tout début, il était infiniment petit. Et comment est-ce que Edwin Hubble il a pu observer que ces galaxies-là s'éloignaient les unes des autres? Alors là, je vous renvoie à il y a quelques minutes précédentes qui expliquent comment est-ce que la lumière, les ondes lumineuses peuvent s'étirer lorsque les étoiles qui émettent cette lumière s'écartent de nous. C'est le décalage vers le rouge et pas le décalage vers le bleu, car si Edwin Hubble aurait observé les étoiles jaunes, il aurait reçu des ondes lumineuses de couleur bleue, qu'est-ce que ça aurait voulu dire à ce moment-là? Eh bien, c'est à vous de le savoir. Merci à vous les gars. J'espère en tout cas que votre cerveau il a bien chauffé, car apprendre, ça demande un effort. Mais par la suite, vous verrez que lorsqu'on apprend des choses, eh bien, on ressent beaucoup de joie, ça nous apporte du réconfort, et finalement, apprendre, certes les gars, c'est dur, mais ça fait du bien et ça rend plus heureux. Que la science soit avec vous et qu'elle vous remplisse votre vie de bonheur. À bientôt. Paix sur vous les gars.